pense que pour l'époque, le film était gonflé. Oui, mais on disait que j'aimais pas les hommes et tout, et que c'était très vulgaire. Et qu'il disait ça, c'est vraiment injuste, parce que je me souviens, quand je l'ai vu à l'époque, je m'identifiais beaucoup au personnage joué par Étienne Chicot. Il y a une vérité, une drôlerie dans ce personnage, bien sûr, avec un côté pathétique aussi, mais formidable. De toute façon, j'invente rien. Quand je mets un dialogue, c'est que je l'ai entendu. Et là, pour moi, c'est peut-être la deuxième, troisième fois que je le vois au cinéma. Et là, ce qui me frappe, c'est le fait qu'il soit extrêmement drôle. On en rit tout le temps. Et notamment sur un truc qui, je crois, est très important pour vous. J'ai pris des notes pendant le film, et le premier truc que j'ai écrit, c'est France moche. Et en fait, vous faites... à la fois, vous êtes obsédé par la beauté, et en même temps, cette beauté n'existe pas si, à un moment, il y a une forme de laideur qui ne s'installe pas, et on la voit vraiment dans le premier tiers du film. Et à chaque fois que vous faites des films sur des jeunes filles, il y a toujours c'est comme si elles affrontent plein de choses. Elles affrontent les hommes, elles affrontent le concept de pureté, leur famille, mais elles affrontent aussi la laideur de la France. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait croire que, bon, vous avez tourné dans des décors qui étaient déjà là, enfin, des décors réels, alors que pas du tout. Vous travaillez vraiment à installer cette laideur, à travailler avec le mauvais goût des gens. Oui, parce que j'ai fait quand même exprès de tourner dans le camping, parce que ça, c'est pas ma culture du tout. Moi, j'ai passé beaucoup de vacances à Biarritz, plutôt à Bayonne. Ma grand-tante nous prêtait sa villa sur les allées Paulmy. Je faisais de l'autostop la nuit, en pleine nuit. Ce qui est quand même de la folie furieuse. Ça, c'est la dimension autobiographique du film, qui est très forte. Tous mes films ont une dimension autobiographique et une dimension aussi romanesque. Les chemises, vous voyez les chemises, les rideaux fleuris, il y a la petite scénette sur la plage avec Jeanne Masse en fond, le parasol. Enfin, là vraiment, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est très très drôle et que c'est vraiment la France filmée comme un cauchemar. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a reproché d'ailleurs sur Une vraie jeune fille, votre premier film. Oui, mais là, c'était même la censure qui me l'a reproché. Ils m'ont pas reproché les scènes de sexe, mais le fait que je voyais la France sous un jour qui n'était pas sympathique et peut-être injurieux. Mais enfin, j'aime bien en même temps. J'aime bien ce côté très très mauvais goût, mais c'est un goût. Un goût français. Peut-être pas. Peut-être pas seulement. Ailleurs. Non, mais d'ailleurs, ce qui est étonnant dans le film, enfin, tout de suite, c'est un film. Alors, vous aimez bien les jeunes filles en vacances, les films qui se passent durant l'été. D'ailleurs, votre dernier film s'appelle L'été dernier. Mais contrairement à votre dernier film, alors, celui-là, en fait, tout de suite, il fait pas beau. C'est-à-dire que la météo est quand même accablante, il pleut, il y a du vent. C'est-à-dire qu'on les plaint presque faire du camping dans ce contexte de météorologie désastreuse. On a cru qu'on allait mourir. Ah ouais. Parce que, figurez-vous, on avait mis la tente comme ça, il devait faire beau. Il nous avait dit au camping, oui, mais s'il y a une tempête, là, ça s'envole. Et alors, il y avait les machinaux, on mettait les baudriers, il tenait la tente, enfin, c'était la tempête absolue. Ça se voit, il y a beaucoup de vent. Il y avait beaucoup. Je trouve qu'on ne se rend pas compte même à quel point, parce qu'on avait vraiment peur d'être emporté par la tempête, que toute la tente s'arrache. Et peut-être commencer par... quand vous regardiez la bande-annonce de vos films, vous m'avez dit j'ai une passion pour mes actrices. Oui. Et c'est vrai que là, donc Delphine Zantou, vous nous avez raconté comment vous l'avez trouvé au bout d'un casting très long. Et vous parlez souvent de ce regard, elle est incroyable dans le film, puis là vraiment avec... on voit des choses qu'on ne voit pas en DVD, on voit ses taches de rousseur, elle a des très longs cils, enfin il y a vraiment l'écran... Mais ce sourire absolument tout le temps, alors qu'elle a presque tout le temps envie de pleurer, cette agressivité qui est en fait très touchante, drôle c'est vrai. Et ça, vous lui demandez de jouer agressif, ou oui, ça sortait comme ça? Ah non, ça s'est demandé. J'ai recopié, si vous voulez savoir. Sur la famille, dans la voiture, j'ai rien inventé.
Juste, c'était des enfants de très 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 bonne famille. Mais c'était ça, que lui avait cassé le bras, que si elle avait cafeté, il aurait cassé l'autre. C'était des enfants de très très bonne famille. Et alors, dans les critiques qu'il y avait, c'est que on aurait cru que je parlais de gens de banlieue, quoi. Non, c'était vraiment... C'est très adolescent, en fait, ce comportement. Oui. Ouais. L'agressivité, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans vos films, quand même. Hein. Elle est plus ou moins drôle, plus ou moins cruelle, mais il y a le sentiment... Souvent, vous décrivez la rencontre de deux personnages, une rencontre qui peut être une rencontre amoureuse, une collision sexuelle, mais il y a immédiatement de l'agressivité, comme si l'un et l'autre reprochaient quelque chose à l'autre avant même que rien n'arrive. Oui, mais c'est un signe, l'agressivité. Bien sûr. Et on a même le sentiment qu'on reproche à l'autre le désir qu'il provoque en vous, dans vos films. Elle le traite de connard, mais parce qu'elle a envie de sortir avec lui, elle ne sait pas si elle peut, etc. Oui, puis bon, malgré tout, elle est en même temps en infériorité devant lui, et donc elle veut se venger. Et puis j'aime bien que les gens disent toujours le contraire de ce qu'ils veulent dire. D'ailleurs, dans l'été dernier, il y a ça aussi. Bien sûr. Je sais que mon producteur, il y a une scène qui, dans le film danois, c'est quand il vient dans le bureau, c'est une scène... Le film danois dont votre film est un remake. Oui. Voilà. Et ben, je n'ai pas changé du tout les dialogues de cette scène. Oui. Mais l'adolescent, il vient premier degré, c'est-à-dire il dit « Je veux que mon père sache la vérité ». Lui, c'est tout au premier degré. Et moi, j'ai une particularité quand je dirige mes acteurs, c'est que ça peut être la vérité, ça peut être un mensonge qu'on se fait à soi-même, ça peut être un mensonge délibéré. Et dans le cas de l'été dernier, là, la scène, avec exactement le même dialogue, c'est une scène d'amour. Et ça, il ne comprenait pas. Je lui disais, il me disait, non, il veut que son père sache la vérité. Je lui disais, non, Saïd. Ah, mais il le dit. Je lui dis, oui, mais il ment. Il se ment à lui-même. Bien sûr. Et là, on voit bien que c'est des personnages, les deux d'ailleurs, se mentent à eux-mêmes. Parce que lui, oui, c'est un macho horrible. Maintenant, avec MeToo, les hommes n'ont plus du tout le droit d'être comme ça. Ouais. Mais il a aussi une part de grande humanité. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, ça s'est mal passé avec Étienne Chicot. Enfin, il y a quelque chose que... Oui. Et cette conflictualité que vous aviez avec lui, le fait qu'il était insupportable sur le tournage, en fait, ce travail de ça se passe mal avec les acteurs parfois, en fait, ça joue toujours pour le film. Figurez-vous que j'ai racheté, parce qu'on va ressortir 36 fillettes, j'ai racheté le dossier de presse, et ce qu'il dit dans le dossier de presse du film, ça je ne m'y attendais pas du tout. Pour lui rendre une justice posthume, c'est vachement bien. Donc il n'était pas si con que ça. Mais comment on réutilise alors je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, vous le racontez sur le tournage, mais pourquoi ça a été aussi difficile? Je crois qu'il vous traitait très mal, c'était un gros macho. Il avait peur de faire ce film, il faut bien le dire. Il avait peur de tourner avec une gamine de 16 ans. Il m'accusait, moi, après, il s'est quand même enfui avec elle. Ah oui. Ah oui, il m'accusait, moi, d'être extrêmement perverse. Il voulait tout contrôler. Il voulait aller voir les rushs, ça je voulais pas. Donc je lui mettais toujours la préparation. Non, je voulais absolument pas qu'il voie les rushs. Ça, vous dites dans le livre, vous n'aimez pas que les acteurs se voient, ni les combos, ni les rushs, il ne faut pas que les acteurs s'en approchent. Non, après, ils deviennent des caricatures d'eux-mêmes. Même s'ils sont très bien, ils vont plus être très bien comme ça par essence, mais ils vont essayer d'être très bien comme ils ont déjà été, donc de jouer qui sont très bien. Donc je trouve que moi, ce que j'aime tellement avec le cinéma, c'est que j'appelle ça, c'est un art pas éphémère puisqu'on filme, mais instantané. C'est-à-dire qu'on arrive sur le plateau, tout le monde a peur.
Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire réellement, mais il faut que quelque chose se passe. Donc, d'abord, on fait la mise en place, et puis petit à petit, je sais pas, il faut que la vie apparaisse, que surtout les acteurs ne jouent pas. J'ai horreur qu'ils jouent. Ça se voit. Moi, je veux qu'ils soient. Ils éprouvent les choses que... Alors, des fois, c'est pour ça qu'il faut les mettre dans des états pas possibles. Ah, oui. Maintenant, là, je crois que sur 36 fillettes, je faisais ça très happening, très... Bon, maintenant, je sais beaucoup mieux faire avec plus de maîtrise. On dit qu'il y a deux types de cinéastes. Enfin, disons, il y a Garel, par exemple, d'un côté, qui fait une prise. Parce qu'il veut capturer quelque chose, rien n'est préparé, donc quelque chose va surgir, mais uniquement à la première prise. Que dès la deuxième, déjà l'acteur se met à calculer, etc. Puis il y en a d'autres qui font prise sur prise parce qu'ils veulent presser les acteurs comme des citrons jusqu'à ce que ça arrive à quelque chose qu'ils cherchaient. Ah oui, mais moi, Alors vous êtes où, la première prise, au cas où ça serait miraculeux. Oui. Ah oui, parce qu'on l'aura plus jamais. Moi, je travaille à la prise magique. C'est-à-dire, quand la prise est magique, on l'aura plus jamais. Si la première n'est pas du tout magique, l'autre, au contraire. Mais je m'ennuie. Je me dis, mais comment j'ai écrit une chose aussi catastrophique? Alors, elle me l'avait dit, ça c'est Anne Pariot qui m'avait dit, toi tu donnes pas d'indications, tu travailles contre. C'est-à-dire, d'abord l'acteur fait exactement ce qu'il veut, et je règle la scène en disant, c'est pas ça, c'est horrible. Là, je m'ennuie, c'est forcément pas ça, je peux pas écrire quelque chose d'aussi ennuyeux. Et donc, il faut faire autre chose. Il faut mettre de l'inverse. Moi, je mets beaucoup d'inverse dans les scènes. Il y a ce qu'il y a d'écrit, et si on vous le joue comme c'est écrit, c'est très ennuyeux. Il faut qu'il y ait de l'inverse qui vienne comme une lame de fond. Il faut jouer contre le dialogue, presque. Oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que la peur, c'est très important. Le fait d'avoir peur sur un tournage, si vous n'avez pas peur, c'est que ça va être nul. J'ai l'impression que c'est un moteur. L'angoisse, le fait qu'on peut se foirer, c'est la preuve même qu'il se passe quelque chose au tournage et qui n'est pas écrit dans le scénario. C'est-à-dire, je pense que tout le monde a peur, surtout au début, parce qu'un film, après on prend ses marques dedans. Il faut 2 jours. Et les 2 premiers jours, c'est un enfer. Les acteurs ont peur, moi j'ai peur, le chef-op a peur, tout le monde a peur. Et sur tous vos films, c'était comme ça? Oui, en fait, oui, c'est comme ça. Ça rentre pas au bout d'un moment? Mais non, parce que c'est un nouveau film. Le film, il faut qu'il prenne son identité. Il prend son identité les 2 premiers jours. Après, on pourrait dire qu'il se dirige tout seul. Il faut être vigilant parce qu'il faut garder la ligne. Et puis, il faut que ça ne soit pas monotone. Il y a des scènes où on se dit, tiens, ça, ils l'ont déjà fait, donc je ne veux pas le réentendre. Il faut que ça soit différent. Il faut faire autre chose, il faut casser le rythme, il faut autre chose. C'est pour ça que ça évolue les films en cours de tournage. Bon, ce qui compte énormément, c'est le cadrage. Là, il n'y a qu'une chose qui est très mal cadrée, mais c'est pas de notre faute. C'est quand elle pleure et qu'il y a la larme, là. Parce qu'évidemment, on aurait eu le travelling et tout, on serait décalé un tout petit peu. Elle ne serait pas restée cachée par le t-shirt aussi longtemps. Ah oui, il est dingue ce plan. Alors ça, c'est-à-dire qu'on voit que juste son arcade sourcilière, cachée par le t-shirt. Et ça, c'est quoi? C'est de l'imprévu, qu'est-ce que c'est? Mais parce qu'il l'étrangle. Ouais. Et puis c'est le jeu aussi. Elle plaît. Ça, c'est chorégraphié, tout est extrêmement chorégraphié? Oui. Et ça, vous le chorégraphiez à quel moment? Le verre de whisky qu'elle avale, alors bon, on y a eu plein de prises, et elle buvait à chaque fois un verre de thé, j'en ai eu marre. Mais ça, c'est le politiquement correct. Tout le monde vous empêche de donner de l'alcool à vos acteurs. Surtout s'ils ont 16 ans. Hein, Ah, on emmerdait moins avec les 16 ans que maintenant. Oui, absolument. Maintenant, on emmerdait moins sur beaucoup de choses. Oui, là, ce film, je vois même pas comment je fais la scène où elle est sous le drap. Bien sûr, ou des scènes intimes avec lui, où en gros, il y a toutes sortes de gestes sexuels qui s'accomplissent, à l'exception de la pénétration.
On imagine aujourd'hui, on vous aurait imposé un coach d'intimité. Non, jamais, on m'impose jamais rien. Oui, on aurait essayé. Et votre actrice Delphine Zantou, elle était consciente de ce qu'elle allait tourner. Comment on fait pour attraper ces grands plans séquences, pour que ça dure, pour que les acteurs réussissent à tenir comme ça dans des postures? C'est la première fois que j'ai fait ça. C'est très certainement en partie grâce à Laurent Dayan qui va venir présenter les 2 autres films que j'ai fait avec lui. En fait, j'ai viré le chef-op que j'avais pris à Piala. Je me suis rendu compte d'ailleurs que les gens qui travaillaient avec Piala, c'était pas forcément des flèches. Je les ai assez copieusement virés. Oui, parce que c'était tellement nul ce qu'il faisait. Et c'était tout dans le noir en plus. Moi, j'aime que ça soit éclairé, pas du tout contrasté. Et je vois les rushs sans Chico, donc tout le monde évidemment vous dit que c'est formidable. Mais il ne faut pas les croire. Moi, je voyais bien que c'était nul. Et je leur disais, mais enfin, quand je vais rentrer à Paris, tout le monde va voir que c'est nul. Alors c'est très simple. C'est peut-être moi qui suis nul. Ou c'est le chef-op, j'en sais rien. Mais moi, je ne peux pas me virer. Parce que je suis le metteur en scène, donc on va virer le chef-op. On l'a viré, il est parti même avec le clap. Et vous évoquez dans le livre les guerres, enfin, il y a souvent une guerre entre le réalisateur, le metteur en scène et le chef opérateur, c'est très courant dans l'histoire du cinéma en fait. Je dois dire pas avec Laurent. Laurent était quelqu'un avec qui j'avais une vraie complicité. Et justement, ce film, c'est un film qui a été produit par une société de techniciens, Axfilm. Et donc j'avais comme premier assistant, moi qui ne savais rien faire, un technicien, et il m'avait forcé à faire un découpage. Alors tout était soigneusement découpé, et après, quand Laurent est arrivé, j'ai commencé à être je lui disais, j'ai envie de filmer jusqu'au moment où ça m'intéresse plus. J'ai pas envie de couper. Alors jusqu'au moment où ça m'intéresse plus. Donc j'étais convoqué par le staff production, j'avais fait 5-6 plans au lieu de 20, et on me disait, mais ça va pas, t'auras pas le choix au montage. Moi je pense que justement, il ne faut pas le choix au montage. L'œil du cinéaste, c'est de ne pas avoir de choix, il choisit. Il a déjà choisi en fait, oui. Au moment où il tourne. Puis moi j'aime les plans longs. Je sais que Yann Dedé me le reproche. Beaucoup. Mais c'est très important dans votre cinéma, les plans longs, puisque il y a souvent des séquences où un des personnages doit basculer. Et si c'était découpé, on aurait moins ce suspense, en fait. Oui, le film d'avant, justement, ce que je reproche à ta page nocturne. Encore que j'ai pas fait trop les chants contre chants. Parce que là aussi, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas la même atmosphère. Et qu'en fait, c'est immontable. Comme je veux aller dans des émotions très, très, très subtiles et très, très fortes et denses, je ne peux pas le faire ensuite de l'autre côté en contre-champ. Donc ça ne sert à rien. Le contre-champ ne sert à rien, il faut avoir le champ. Et dans le champ, que la caméra se déplace pour qu'on puisse savoir exactement, voir tout ce qu'on veut voir. Bon, alors maintenant, donc, mes tournages sont plus sophistiqués à cause de ça. Mais en fait, c'est sur 36 fillettes que grâce à Laurent Dayan, j'ai commencé, et aussi, à faire des choses contre les doxas. Par essai, le cahier du cinéma disait qu'il fallait tourner aux 50. Ah oui. Oui. Eh bien, j'ai horreur du 50. Alors, quand Laurent a commencé à arriver, bon, il fait des plans sur Delphine, et je lui dis, je sais pas, dans les films que j'aime, les femmes sont beaucoup plus belles. Elle n'est pas embellie. Alors il me met le 60. J'ai compris. Là, il y a le rêve. Là, il y a le cinéma. Là, alors que le 50, donc, c'est l'objectif qui, a priori, est le plus près du regard humain. Oui, mais il est affreux, le regard humain est affreux. Je comprends. Oui, justement, il est affreux. Oui, il faut embellir les... Mais du coup, c'est quoi votre regard si c'est pas le regard humain?
Mais le regard du rêve, où j'ai envie d'adorer mes actrices, d'être émerveillé, de les trouver incroyablement belles, comme elles ne sont pas tout à fait dans la vie. D'aller au-delà de justement, je ne fais pas du cinéma tout à fait réaliste. Parce que j'ai toujours pris cette dimension, en fait, de ce qui me fait rêver. Oui, c'est frappant dans le dernier où on se demande toujours. Vous avez encore plus épuré, il n'y a même plus besoin du côté France moche, réalisme et tout ça. Plus que le rêve en fait. Le rêve de vos acteurs quelque part. Et on voit le cheminement. Mais j'aime bien aussi le côté impertinent et très comique de la laideur. Il n'y en a pas beaucoup dans le dernier. Non. Voilà, pas du tout même. Ils sortent pas. Oui, c'est un peu un huis clos dans un endroit de rêve, quoi, justement, bien sûr. Et le film m'a apparu là très franchement coupé en deux, c'est-à-dire je pense qu'on peut voir la coupure au moment où il y a ce plan dans la grotte. J'ai l'impression que là il y a vraiment une coupure au milieu du film, exactement comme votre héroïne est coupée en deux entre sa tête et son corps, sa tête et son sexe. Et dans la deuxième partie, on tombe vraiment dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, où tout le côté... la France en vacances disparaît, et là, une fois que vous resserrez sur les deux, le film devient extrêmement beau. Vous vous débarrassez de tout le reste. Oui, puis quand même, je trouve Chico très émouvant aussi. Bien sûr. Il n'y a pas qu'elle. Alors c'est marrant parce qu'on voit sur l'écran là des détails qu'on pourrait pas voir, c'est qu'on voit qu'il y a une mouche qui se pose sur lui. Et bon, c'est très important, comme c'est un peu la jeune fille et la mort, on se dit que c'est un peu un... Il y en avait même une, parce qu'elle avait du vomi qui s'est couché sur elle. Et alors, l'ingénieur du son, mais je l'ai haï, a dit couper, on entend une mouche. C'est formidable, les mouches. Et surtout quand, comme il me semble que le film vient aussi de quelque chose que vous avez vous-même vécu, quand vous aviez 14 ans, vous alliez en boîte de nuit et vous racontez que vous êtes fait draguer, enfin c'est vraiment le film quoi, par un vieux beau, et qu'au moment de danser un slow avec lui, vos visages se sont rapprochés, et là vous avez eu l'impression, il devait avoir à peine la quarantaine, que vous... Non, 33 ans, là, je dis. Ah oui, d'accord. Mais je le trouvais, mes vieux. C'est ça, c'était le... Vous voyez son visage en décomposition. Oui. Mais j'ai écrit le livre, je l'ai retrouvé. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai compris. Parce que moi, je me souvenais de quelqu'un de très très vieux. Que je le voyais, qui est vraiment très très vieux. Comme il avait 33 ans, les rides devaient être pas si ridées que ça. C'était déjà la mort au travail, quoi. Ah oui. Alors, Muriel parle de basculement dans le film. Le basculement dans le film qui correspond à la scène de la grotte, c'est aussi ce qui se passe quand on comprend, après la première nuit, un peu, qui se termine de façon un peu foireuse, quoi, disons, elle revient. Et là, on se dit, c'est pas ce à quoi on pouvait s'attendre, disons les désillusions d'une adolescente face à la réalité du sexe et du désir des hommes et tout, c'est quelque chose d'autre. Alors, effectivement, le film devient un peu plus onirique, mais il est aussi... là, on comprend qu'en fait, on va travailler l'indécision de la jeune fille qui va jusqu'au bout, et finalement, on va régler le problème à la dernière séquence, chercher une liberté qu'elle n'arrive pas à avoir. Sa liberté face au sexe, en fait. C'est ça qui est assez étonnant dans le film, et qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le cinéma français. Parce qu'en fait, quand Frédéric présentait votre œuvre l'autre soir, il disait... Vous arpentez des territoires que le cinéma français n'ose pas, le cinéma français n'ose pas s'en approcher de ces territoires. Il n'y a que, et il disait, et vous dites dans votre film, je ne veux pas laisser au cinéma pornographique l'exclusivité de parler de ce qu'il y a de plus beau chez les humains, la sexualité. Mais oui, c'est quand même magnifique. Puis vous voyez bien que même lui, bon, c'est ce qu'on a maintenant... Avec post-MeToo, ça devient un salopard de dernière catégorie, d'une vulgarité sans nombre. Les phrases vulgaires comme ça, c'est vrai qu'on les entendait pas mal. Elle est comme une poire, ou même le truc de la chèvre, je ne l'ai pas inventé par exemple. Non mais là, ce qui est très fort, c'est que... J'ai entendu. Mais on voit bien qu'il y a une sorte, il y a la même chose dans Sale comme un ange, il y a une sorte de rédemption par il est quand même... finalement un peu amoureux d'elle. Bien sûr.
Mais il se rend malade, c'est presque, il devient un héros romantique presque sur la fin, là, quand il casse la table avec les deux femmes qui se moquent de lui. Alors etc. ça, c'est lui qui a... Il y a un basculement là. C'était contre moi. Ah, il était fâché contre vous. Oui, parce que j'ai dit à Delphine, je sais pas quoi, parce que je voulais qu'elle ait un regard très sombre, et puis je lui ai dit, mais tu m'emmerdes, tu as pas du tout l'âge, tu as un regard très sombre et tout. Il a pris sa défense, il a jeté la table par terre, les coupes de champagne et tout, il a cassé un verre et il voulait me casser la figure. Oui, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas, c'est pas la peine de fuir, il allait plus vite que moi. Donc je le regardais glacial, je me suis dit, il va me casser la figure, tant pis, j'attends. En tant que quelque chose de sa colère réelle, elle est visible. Donc... Et ensuite, il m'a demandé, bon, on n'a pas tourné pendant au moins 1 heure, puis finalement il est revenu, et il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, Catherine? Je lui ai dit, mais tu vas faire exactement ce que fait un connard comme toi. C'est-à-dire, ce que tu viens de faire, c'est exactement ça que je Casser fais. la table. Ah oui, d'accord. Donc c'est un geste improvisé sur le tournage, il n'était pas écrit. Non. Ah oui. Comme quoi, tout n'est pas... Enfin, vous saisissez les accidents aussi de la... Mais tout le temps. Tout le temps, ouais. Tout le temps, avec Chico en particulier. Il y a des acteurs qui s'y prêtent, quoi. Oui, 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 oui. Il y a dans cette séquence d'ailleurs, il y a un plan, mais que vous avez repris dans votre dernier film, c'est l'apparition en profondeur de champ du personnage jeune. Il y a Delphine Seydoux dans ce film, et Samuel Kircher dans l'été dernier. C'est-à-dire tout d'un coup, comme la présence qui va peser sur les personnages, qui va changer leur vie ou peser sur leur vie. Là, c'est la jeune fille. Dans votre dernier film, c'est l'adolescent, c'est le jeune homme, enfin même pas le garçon qui sort de l'adolescence. Et donc là, il y a exactement le même plan, et c'est un plan qui a une dimension fantastique. C'est-à-dire qu'on vous parlait effectivement du fait que vous sortez du réalisme dans vos films, et là, c'est 2 plans qui ont une dimension fantastique, presque de film de terreur. Le corps, le corps qui pèse sur tout le monde en profondeur de champ, un peu flou. Vous y avez pensé? Quand vous avez fait le plan de l'été dernier, vous avez repensé à ce plan-là ou c'est pur hasard? Du tout. Juste le déjeuner qui était très très bien. Mais ça faisait scénette. C'était bien. Mais c'était très très bien. Ça faisait scénette ordinaire, quoi. Alors, j'ai décidé que puisque Samuel ne m'ennuyait jamais... De le mettre dans le plan. Oui. Ah mais c'est une idée géniale parce que ça change radicalement la scène. Ah ben radicalement. Et malgré tout, Saïd, quand il a vu ça, il a dit, bon, c'est formidable, la scène du petit déjeuner. J'avais 2 autres prises formidables. Bon, mais on ne monte pas la prise avec Samuel. Ah, parce que vous voyez, quand on voit ça en rush, on ne se rend pas compte que c'est ça qui est bien, qu'il n'y a pas la continuité. Et qu'en fait, il faut oser au cinéma faire ce qu'on n'ose pas faire. Quand je me demande si j'ose le faire, maintenant je le fais. Je le sécurise peut-être avec quelque chose d'un peu plus sage. Et encore, pas réellement. Parce que là, quand Delphine apparaît, là, normalement, dans un raccord normal, elle n'aurait pas dû être là, en fait. Elle est ailleurs dans le plan d'avant, elle n'est même pas dans le plan d'avant, et tout d'un coup, elle se retrouve là. Et donc, c'est presque une apparition, en fait, mais en profondeur de champ et flou. Et c'est très... Enfin, ça fait peur. Enfin, elle fait, tout d'un coup, elle fait un peu peur aussi. Ah oui. Et peut-être sur parce que là, on a vraiment une étude de jeune fille au sens presque pictural du terme. Enfin, on voit vraiment que vous essayez de... Si on prend tous vos films sur les jeunes filles, vous essayez presque de... C'est une tentative d'épuisement de toutes les postures d'une jeune fille, le dégoût, la pitié, la colère. Il y a vraiment quelque chose presque de 2 gars qui fait ses croquis, qui dessine ses danseuses et qui peint ses danseuses. Et ce que vous avez, selon moi, ajouté à l'imaginaire de la jeune fille, c'est déjà cette idée extrêmement forte que c'est la reine de la cérébralité, déjà, que c'est un cerveau en marche. Et là, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'en fait, il y a tout le temps 2 films en un.
il y a le film du corps et le film du cerveau. Et ce que veut le corps, le cerveau le réfute ou entre en contradiction avec lui. Et d'ailleurs, c'est très très beau le fait qu'elle veuille parler tout le temps, parce qu'elle sait très bien que si on arrête de parler, tout de suite le corps va reprendre le dessus. Et pour moi, ce côté coupé en deux et cérébralité, c'est ce qu'est la jeune fille chez Breillat. Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle ne veut pas coûter. Elle lui dit, c'est une boutade, je veux compter. Et c'est vrai qu'elle veut compter. Et en même temps, elle veut se débarrasser de sa virginité, mais vraiment là, au sens de la foutre quelque part pendant les vacances. Où est-ce que je vais ma virginité? C'est vraiment ça la question du film, sans que ce soit non plus sans tambour ni trompette, sans qu'on fête ça. C'est-à-dire, elle se rend compte que, en fait, c'est tellement compliqué pour elle qu'avec celui qui a finalement de l'importance, elle n'y arrive pas. Parce qu'elle n'est pas sûre qu'avec lui, pour lui, ça aura de l'importance. Alors elle ne peut pas y arriver, elle essaie que ça compte et à chaque fois elle se trompe. Et la question du dégoût, c'est-à-dire qu'elle est quand même dégoûtée par Étienne Chicot dans le film. C'est quelque chose qui est très important dans vos films et qui me semble être crucial dans la sexualité féminine, c'est-à-dire dans quelle mesure le désir et le dégoût ce serait pas la même chose. Est-ce que vous pouvez en parler un peu à l'échelle du film Mais tant qu'on nous éduquera avec cette espèce de non-objectif du sexe, parce que malgré tout on en a tous un, il n'y a pas de doute. Il n'y en a que deux qui existent, sauf si on les trafique. Et du coup ce dégoût, pour vous c'est un moteur de désir et de... Ben, je crois qu'on nous éduque pour ça. Pour être dégoûté des hommes. Ben oui, ou du sexe. Que ça soit un enjeu, quelque chose de tellement non pas extraordinaire dans le bon sens, mais extraordinairement tabou, interdit, honteux. À partir de quoi on nous éduque bien à une espèce de perversion, ou parce que finalement on tombe toujours à un moment à l'adolescence, c'est l'éveil tout simplement, c'est le printemps, quoi. C'est comme les animaux. Bon, la sexualité s'éveille de toute façon, et on nous a pipé les dés de la compréhension. Ça devient quelque chose d'extrêmement honteux, d'extrêmement compliqué, comme on en a quand même envie. Finalement, la confusion se fait, on peut avoir envie de la honte. Oui, bien sûr. Mais il y a une idéologie romantique qui valorise le sentiment amoureux qui fait beaucoup de dégâts, en fait, puisque elle ne se conçoit qu'en l'absence du sexe, en fait, et qu'elle oppose même l'amour et la sexualité. Donc ça, les jeunes filles sont un peu élevées dans cette idée-là, en fait, c'est ça. Faut pas coucher la première fois. Oui, enfin c'est épouvantable comment on est élevé. Je trouve, mais en même temps, si on regarde la langue française, c'est quand même formidable. C'est pour ça qu'il ne faut pas la défigurer sous prétexte de féminisme, en mettant des E là où on n'en a pas besoin, ou des choses comme ça. En réécrivant la langue française, oui, en mettant du féminin là où il n'y en a pas. Mais il n'y a pas besoin de mettre de E à hauteur. Moi, j'ai 50 mots français en heure, c'est féminin, dont la hauteur d'ailleurs. L'horreur aussi. L'horreur, la peur, en plus, c'est tous les mots de l'émotion, la frayeur, la moiteur, la blancheur, la rougeur, la maigreur, la grosseur. Enfin, il n'y a pas de... Non, pourquoi on mettrait un E tout d'un coup? Moi, j'ai voulu être écrivain. J'ai pas envie d'être écrivaine, j'ai voulu être auteur. J'ai pas envie d'être auteur. Moi, je trouve que ça fait... Vous trouvez autrice maintenant aussi. Mais oui, ça fait autiste. Oui, c'est affreux. C'est affreux. Et alors, pour revenir, peut-être pour continuer sur cette idée de comment filmer la sexualité ou comment l'aborder au cinéma, peut-être revenir sur la réception du film. Je pense qu'il faut filmer le balèze, parce que du coup, on est très très mal dans notre corps. Au lieu que ça soit tout à fait libre et sans confusion dans cette tête où il y a le malaise, on est mal dans son corps, donc on exprime un malaise.
Et ça, je me fais un plaisir de le filmer. Bien sûr. Je le connais par cœur, j'adore le filmer, ça. Je comprends. Mais alors, alors, vous avez parlé de la réception critique du film, qui n'a pas été très bien reçue. Ah non, mais horrible. Voilà. Et je suis tombé l'autre jour sur la revue de presse, les critiques qui ont été faites sur Romance X. Alors, vous avez été défendu, hein, les cahiers du cinéma, Le Monde, Libération, mais ceux qui vous attaquaient, c'était d'une violence incroyable. Et on est même allé chercher Benazera, Fraser de porno, pour dire à quel point votre film est nul, etc. Et je me dis, vous faites en fait peur. Enfin, c'est une réaction disproportionnée, en fait, ces réactions critiques-là. C'est viscéral et c'est haineux. Et c'est, je dis, quand même le milieu du cinéma, une partie du cinéma français ou de la critique est quand même très misogyne et très puritain. Il y a un puritanisme. Je pense que tout ce qui touche au sexe et à la sexualité doit être fait par les hommes, et les Français qui disent qu'ils sont très libérés et tout, non. Eux, c'est la soldatesque. C'est absolument pas le sexe dans son intimité. Ça, ils savent pas faire. Personne ne sait faire ça. D'ailleurs, ils couchent et puis voilà. Alors pour moi, à chaque fois, ça raconte une histoire. Et à chaque fois, elle est différente. C'est pour ça que les scènes de sexe, c'est pas qu'on appelait des scènes de nu ou horreur. Et oui, je trouve qu'à chaque fois, et chaque demi-mouvement, chaque chose, chaque mouvement du corps, quand elle s'éloigne, quand même elle met l'oreiller sur sa tête, tout raconte quelque chose. Du malaise de ce corps, du désir qu'elle a dans sa tête, parce que finalement elle voudrait. Elle voudrait, mais elle ne peut pas. Et en même temps, elle veut perdre sa virginité, mais elle veut pas être là quand elle perd sa virginité. Enfin, c'est très beau, c'est un côté, je veux pas regarder ça. Vas-y, le corps doit être dans son coin, enfin faire ses trucs, mais je veux pas que le cerveau soit là. Et ça, c'est très très fort. Enfin, c'est une image qui manquait au cinéma, quoi. Cette image-là de je veux pas voir ce que fait mon corps dans un lit. Oui, d'ailleurs, je crois que ça horrifiait déjà dans le scénario le fait qu'elle fasse l'amour avec ce jeune. Vous l'avez un peu chargé, lui. Hein. Il est comme ça, est-ce qu'il est changé? Il est quand même charmant. Oui, il a un petit charme, mais il est. Oui, mais c'est quand elle. Non, mais évidemment, quand il lui dit c'était bien, il dit j'aimais bien la première fois, qu'il dit mais alors tu m'aimes, et qu'elle lui dit pauvre con. Ben oui, parce qu'il comprend exactement le contraire de ce qu'il faut comprendre, en fait. Parce qu'elle a couché avec lui, parce que justement, elle n'a aucun sentiment. Elle voulait se débarrasser. Moi, j'ai fait ça, hein. Oui. Donc... Mais est-ce que vous pouvez... on pense beaucoup à Baby Doll d'Elia Kazan en voyant le film, qui a été... Voilà, vous citez 2-3 films à chaque fois qui ont nourri votre cinéma. Qu'est-ce qui vous avait marqué? Je sais que vous avez passé toute une journée à voir le film. Parce qu'après Tapage nocturne, ou alors là, c'était le plus mauvais film jamais fait au cinéma. J'étais vraiment... J'ai voulu... Je voulais plus. Vous aviez des défenseurs, je me souviens, Tapage nocturne. Luc Boulet avait défendu le film. Oui. Il avait déjà défendu une vraie jeune fille. Comme quoi, c'est un critique acéré. Oui, qu'à l'époque de L'eau et Poitrenaud voulait qu'Isard, je le montrais pour essayer d'être à la quinzaine de la première année, qui s'appelait Cinéma de la Liberté. Et je le montrais parce que mon producteur était en train de faire faillite. Et si on avait fait la quinzaine, le laboratoire aurait laissé sortir le film. Ouais. Et donc, et par pudibonderie, on disait aux sélectionneurs qui étaient là, Luc Roulet était là, donc je l'ai su par une journaliste aussi, qui est venue. Une essayait de leur dire, mais vous n'allez pas continuer à regarder ça, c'est porno. C'est pas du cinéma. L'idée que s'il y a un plan porno, c'est pas du cinéma. Eh ben si. Bah si, oui, bien sûr. La preuve Il n'y a qu'une commission de contrôle qui fonctionne comme ça. Ah, tiens, il y a un plan qui relève du cinéma porno et on classe le film. Mais ça, c'est un point de vue de censeur, ça. Oui, mais avec Romance, où j'ai pris tous les risques, je leur ai expliqué, j'ai pris tous les risques. Et on devait rendre tout l'argent si on était X. J'ai mis toutes les images qui, selon la loi, faisaient qu'on était X.
Et je leur ai expliqué, moi je dialogue très bien avec la censure, que si, en fait, la différence qui comptait, c'était pas ce qu'on filmait et ce qu'on voyait, mais pourquoi on le voyait. C'est-à-dire, pour quel sens. Si c'est pour se branler devant, alors c'est porno. Et qu'on faisait très bien la différence entre l'origine du monde de Courbet et exactement la même chose dans les pages de haute vidéo avec une actrice porno. On faisait très bien la différence. Et la différence, c'est ce pourquoi c'est fait. Bien sûr. Votre film, d'ailleurs, a contribué à changer un peu les choses. C'est-à-dire que, grâce à Romance, certains cinéastes peuvent oser des choses qu'ils ne pouvaient pas avant. Quoi. Vous avez ouvert cette discussion-là. Vous savez, sur la représentation, l'idée de représentation. Si on est un artiste et qu'on n'ose pas, ben oui, bien sûr. Je trouve ça un peu bizarre. Je suis d'accord. Moi, j'ai toujours osé. Il faut toujours oser. Il ne faut pas se dire qu'on doit être responsable, je pense. Et oui, je voulais dire quelque chose. Ah oui, aussi sur les plans longs. J'étais convoqué quand même tous les soirs par les producteurs qui me disaient « Mais il y a 20 plans au plan de travail, tu n'en as fait que 5. » Je disais « Oui, mais j'ai tout fait, j'ai tout tourné. Donc qu'est-ce que ça peut faire ?» Et donc, avec Laurent, j'ai compris que des fois, il me mettait un objectif exprès. Et je disais « C'est affreux. » C'était du 50. Du coup, après, il me mettait le 60 et je dis « Ah ben voilà, c'est bon. » Parce que je connaissais rien techniquement. Moi, j'étais pas du tout capable de dire. Et puis aussi, ce que j'ai fait, et mon assistant technicien n'arrêtait pas de m'engueuler, c'est que dans des champs contre champs, donc on fait le plan Braguette, le plan Steve McQueen, il faut le corps, il faut le torse pour lui. Par contre, il la regarde, et là, il faut le très très grand plan pour elle. Vous savez que c'est profondément Chico. Quand je disais pour Chico, plan Braguette. Et en fait, mon assistant disait, ça ne peut pas se monter, ça. C'est pas comme ça qu'on fait, on fait des plans équivalents. Eh ben non, moi je voulais montrer que le regard de Chico, lui regarder son visage, était complètement fasciné par cette petite fille. Et qu'elle, c'est le corps qui rôde. Vous n'avez pas filmé que des jeunes filles, mais c'est vrai que quand on voit Abus de faiblesse, la manière dont vous filmez Isabelle Huppert, ou même dans l'été dernier, la manière dont vous filmez Léa Drucker, on sent quand même que vous filmez encore des jeunes filles, même quand vous filmez des actrices de 50, 60 ans, que en fait c'est votre sujet, même quand on va dire qu'il y a un petit écart d'âge entre... voilà, même quand vos actrices ne sont plus des jeunes filles, vous filmez encore des jeunes filles. Mais je ne sais pas comment elle y est arrivée, Léa. Parce que je lui ai dit, effectivement, maintenant, Léa, tu réfléchis pas. Tu sais, Pauline à la plage, t'as 15 ans. Et bien, finalement, je ne dis pas qu'elle a 15 ans, mais si. Elle a le comportement, les yeux qui étincellent, l'amusement de la situation, le ravissement de quelqu'un de 15 ans. Et ça l'a fait totalement rajeunir. Et en même temps, vous filmez une actrice qui a son âge. Enfin, il y a vraiment ces plans, ces gros plans où on voit qu'ils sont pas retouchés, on voit vraiment l'âge de Léa Drucker. Et il y a vraiment cette cohabitation, même dans Abus de faiblesse. Vous filmez quand même Isabelle Huppert, qui a un AVC, qui est hémiplégique. C'est la première fois que vous filmez comme ça un corps à ce point souffrant. Et il y a cette cohabitation entre ces actrices qui ont leur âge, enfin, dans les films, dans le cinéma français, et qui en même temps ont mentalement 15 ans. Vous voyez, c'est une sorte de cohabitation, de montage comme ça d'âge dans vos actrices. Moi, je finirais vieille dame indigne. J'ai pas envie de normatiser les normopates, j'en ai horreur. Elle est où la norme dans ça? Eh bien, justement, j'aime pas la norme. J'aime pas être tout à fait comme il faut, quoi. C'est pas amusant du tout, c'est quand même amusant d'être un peu indigne. D'avoir 15 ans, quoi. Eh oui. C'est pour ça qu'elle traite son frère de normopathe, non, normal. Oui, déjà, conformiste. C'est un conformiste, et d'ailleurs c'est un con tout court. Oui, je crois que ça a toujours été mon opinion.
Et juste, est-ce que vous pouvez nous parler du fait que vous choisissez souvent vos acteurs sur ce que vous appelez un signe d'appartenance, un je ne sais quoi? Qu'est-ce que ce serait ce je ne sais quoi? Comment vous reconnaissez qu'un acteur est à vous? Mais c'est une transparence qui tout d'un coup, avec les yeux, et tout m'appartient. Par exemple, Anaïs, elle jouait très très mal. L'actrice de À ma sœur. Oui, elle jouait très très mal. Et j'avais quelque chose pour elle. Et des fois, je les vois comme ça, c'est comme des coups de foudre. Anne Parillaud, on allait voir Isabelle dans Médée, c'était Isabelle Huppert qui devait faire Sexist Comédie. J'ai vu Anne Parillaud qui se haussait sur la pointe des pieds. Il y avait plein de gens très importants et connus dans le couloir qui attendaient de faire allégeance et compliments. Et j'ai vu, oui, il y avait mais tout le monde, hein. Il y avait Heineke, il y avait Juliette Binoche, à qui j'avais aussi demandé de faire le rôle. Donc je lui tournais le dos copieusement dans la loge. Et dans le couloir, j'avais vu Anne Parillaud qui, sur la pointe des pieds, me regardait. Et j'avais dit à mon assistant, elle veut faire un film avec moi. Voilà, c'était pas un signe d'appartenance, c'était juste que... Ah mais c'est réciproque. Il y a quand même une réciprocité. Bon, il y a aussi le désir. Il n'y a pas quelque chose de physique, enfin, un signe physique, un signe distinctif, qu'auraient tous vos acteurs? Oui, si, quand même, ils se ressemblent. Je trouve que la petite de barbe bleue ressemble beaucoup à Caroline Dusset. Elle a la même voix en plus. Elle a absolument la même voix. Donc j'étais quand même Bon, autrement, évidemment, les yeux verts, la paupière florentine, ça c'est certain. Et Asia Argento dans Une vieille maîtresse, parce qu'elle est formidable dans le film. Mais oui, mais Et elle est entourée de toutes vos autres actrices, enfin vous les avez toutes réunies dans le film. Mais vous avez trouvé quelque chose, hein, parce qu'elle est vraiment étonnante et elle ne ressemble pas exactement à vos autres personnages. Mais non, puisque c'est la Roxane. vieille maîtresse, c'est la Oui. Moricaude aussi. Oui, c'est ça. Bon, et il fallait qu'elle ait ce côté vénéneux. Mais dans le film, puisqu'on se glisse toujours dans la peau de ces personnages, je suis plutôt froide. C'est la première fois que j'ai eu l'impression, lui c'est moi. D'accord. Elle, c'est ce que j'adore, la femme fatale. J'adore ça dans les films. Et vous dites Rocco c'est moi aussi, Rocco Siffredi c'est moi. Et ça, c'était encore plus troublant. Ça veut dire quoi? Mais c'était horrible. Il était dans son fauteuil, je le filmais, et ces espèces de yeux verts et tout ça. J'avais l'impression que c'était mon regard à moi. Et que donc j'étais lui, quoi. Et ça vous arrive surtout avec les acteurs ou... J'ai l'impression que ça arrive plus avec les acteurs qu'avec les actrices. Non. Ah oui, peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que ça, c'est évidemment... Bon, mais quand c'est les acteurs, je le remarque, puisque je suis une femme, moi, je suis pas du tout un homme. C'est plus inattendu, si c'est un acteur, là, c'est troublant, quoi. Oui, parce que bon... Un trouble dans le genre. La petite Delphine, c'est quand même très moi quand j'étais petite. Avec un côté beaucoup plus populaire qui m'amuse. Oui, elle a une espèce d'accent un peu... Oui, mais elle avait un accent lyonnais, mais à couper au couteau. Oui, je sais même pas comment on est arrivé à lui gommer. Oui, il en reste des traces, et ça rajoute son charme aussi, enfin, et à son énergie aussi. Oui, mais bon, Anaïs, c'est évident, Roxane, c'est évident, la fille une vraie jeune fille aussi, Charlotte Alexandra. Oui, là, évidemment, même Anne Parillaud. Et parce que mes actrices ont du mimétisme. Elles finissent, il faut dire que je leur fais faire, c'est moi qui mets en scène, je leur fais faire mes gestes, ma manière de me déplacer. Je crois que c'est Mathieu Amalric qui avait dit ça, c'est qu'on imite toujours, qu'un acteur imite toujours le metteur en scène, et que lui imitait beaucoup Arnaud Desplechin, mais et c'est quelque chose que j'entends beaucoup de la part des acteurs, c'est qu'ils finissent toujours par imiter le metteur en scène. Je vais vous dire, il y a eu une page dans Studio, je crois,
avec la photo de Sexist Comedy où Anne Parillou étreint comme ça son actrice, donc Roxane. Et mon petit garçon qui avait 12 ans à l'époque, je lui montre fièrement et je lui dis voilà mon actrice. Alors il me dit non maman c'est toi. Je lui dis non c'est pas moi, c'est Anne Parillou. Non maman c'est toi. Après, en plus, c'est un film sur vous, donc c'est d'autant plus. Elle jouait votre rôle, quoi. Oui. Mais il avait Mais bien après, elle parlait comme moi, Anne. On donnait des interviews, elle parlait comme moi, c'était très troublant. Il y a peut-être des questions dans la salle ou des réactions. On a un petit peu de temps, plus beaucoup. On voit pas grand-chose avec ces lumières. De toute façon, je vais vous dire, quand on commence un film, c'est très simple. Une fois qu'on a choisi les acteurs, les dés sont jetés. Ce sera ces corps-là, c'est ce qui seront dans le film. L'incarnation des personnages, ça sera eux. Le film, les dés sont jetés. Mais on ne sait pas sur quelle face ils vont tomber. C'est là que commence le travail de la mise en scène. L'amour qu'on a pour certains acteurs, la détestation qu'on peut avoir pour d'autres. Oui, vous avez quand même le goût on va dire, des brutes épaisses ou comme vous le disiez, des connards. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et j'aime beaucoup cette idée, c'est-à-dire que, par exemple, on peut voir dans Parfait Amour que vous utilisez, on voit Alain Soral, et vous l'utilisez comme Alain Soral, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous haïssez. Mais moi j'aime beaucoup cette idée que le cinéma est pas là pour filmer que des gens qu'on admire, mais aussi des gens qu'on déteste. Et je trouve que ça produit quelque chose de très très fort dans vos films quand vous détestez un acteur. Et que c'est très rare comme ça se voit tant que ça. Il est en même temps, voilà, vous l'avez immortalisé aussi, mais bon. Mais c'est aussi pervers de votre part, c'était très pervers de votre part non, aussi. Mais non, c'est qu'on ne peut pas faire autrement quand on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire Donc bon, Soral c'était particulier parce que je voulais qu'il joue lui-même, mais il ne le savait pas. Je ne lui avais pas envoyé je lui avais rien envoyé, pas le texte ni rien, comme j'avais intégralement recopié sur lui. Mais il ne le savait pas. Vous avez surpris une conversation, vous avez retranscrite, qu'il avait dit, oui, entièrement. Et vous lui avez donné à jouer après. Oui, et quand il est arrivé, je lui ai montré le texte, et je dis, tiens, tu n'avais pas besoin de l'apprendre, parce que regarde. C'est toi. Oui, tu dois pouvoir le dire comme ça. Mais même dans Parfait Amour, même Alain Soral, qui dès sa première apparition est absolument immédiatement détestable, quand on le voit dans la scène plus tard, il y a une autre scène, il est tout aussi détestable, mais en plus il est pathétique, c'est-à-dire c'est un pauvre type. Quoi. Oui, on avait vraiment fait un pauvre type, dont on a presque un tout petit peu pitié, quoi, tellement il... Oui, mais là il a su qu'il avait été piégé, et qu'il avait fait quelque chose que tout d'un coup, et ça c'est très amusant aussi. C'est ça qu'on sent dans les films, c'est que vous n'avez pas le même rapport, c'est presque des collages de regards, vous ne regardez pas de la même manière Delphine Zantou, vous ne regardez pas de la même manière. On sent vraiment qu'il y a un rapport différent à tous vos acteurs. Là, on sent que à la fois que Étienne Chico vous dégoûte, vous attire aussi. Il y avait un antagonisme. Oui, c'est ça, voilà, on sent l'antagonisme. Mais en même temps, je le maquillais, donc je le touchais. Je veux dire, il était ma proie. Il voulait dominer, c'était un macho dominateur. En même temps, je le maquillais, j'étais là. C'était les maquillages de Ruel qui étaient des maquillages étranges. Il fallait d'abord, évidemment, mettre le fond de teint avec une éponge. Ensuite, je lui dessinais en bleu la fossette, tout. Oui. Et puis, après, on met beaucoup de poudre avec une houppette. Ensuite, on enlève la poudre avec une brosse pour bébé, en soie. Ensuite, on met
du brumisateur d'eau déviant. C'est très étrange hein, comme manière de maquiller, ça se fait plus. Et pourquoi c'est vous qui le faites? Mais parce qu'on n'avait pas d'argent, je faisais tout. Et en même temps, vous aimez maquiller vos acteurs. Enfin, c'est-à-dire que vous contrôlez absolument tout, des décors, aux vêtements, à la teinte du fond de teint. Delphine, des fois, je la trouvais trop rouge. Je la redémaquillais complètement et je mettais du fond de teint blanc. Et je la repassais au teint idéal de porcelaine. Et qu'est-ce qui vous intéresse autant dans ce teint, dans cette blancheur, qu'on voit très bien dans la bande-annonce qui a lancé? Mais c'est que cette blancheur fait que les acteurs peuvent aussi rougir. Et que ça se voit énormément. L'émotion, c'est dans le rose qui afflue sous les peaux blanches. D'ailleurs, ils rougissent beaucoup dans l'été dernier. Hein. Oui, énormément. Et ça, oui, absolument. Ils sont, et surtout le personnage de l'adolescent, il est très blanc, enfin, et la moindre émotion se voit tout de suite, c'est comme un écran qui imprime une émotion. Mais Léa, la scène d'amour de la fin, elle devient cramoisie. Mais en même temps, je sens que je vous avais posé la question, vous vouliez filmer Naomi Campbell, vous vouliez pas, c'est pas juste une sorte de fétichisme de la blancheur, c'est-à-dire que Asia Argento est un peu mat. C'est pas la blancheur comme fétiche qui vous intéresse, quoi, parce que Naomi Campbell aussi vous intéressait comme actrice. Oui. Mais il y avait aussi ce côté... il faut dire que Bad Love, qui était un remake de Parfait Amour... Un projet que vous vouliez faire avec Christophe Rocancourt et Naomi Campbell. Comme les Américains, ils m'aiment beaucoup, j'avais compris dans la presse que Madonna avait relativement envie de faire peut-être quelque chose avec moi. Je lui ai proposé une vieille maîtresse, ça ne lui a pas du tout plu. Elle a mal compris le titre, c'est ça? Elle n'a pas compris le titre. Old, quoi. Oui, ça veut dire maîtresse qu'on ne peut pas quitter, qui reste tout le temps. Bon, et donc, j'avais décidé d'écrire plutôt un truc comme ça, de meurtre, avec... et j'ai écrit Bad Love, non, Bad Love, je l'ai écrit pour Naomi Campbell. Ah, je sais pas, je voulais écrire à peu près ça. Et puis... Vous aimez bien les faits divers, hein, les meurtres. Oui, mais justement, je voulais écrire un remake de Parfait Amour, et Marie Trintignant est assassinée. Fini, on ne peut plus le faire en France. Bon, alors j'ai cessé d'avoir envie de le faire. Et puis quand Naomi Campbell m'a envoyé un petit catalogue d'elle avec une petite carte de visite, j'ai compris qu'elle voulait tourner avec moi. Donc je l'ai vue, on a fait des essais tout de suite. J'avais organisé un traquenard, parce que je me disais, de toute façon, elle est presque jamais là. Si elle est nulle, ça sert à rien. Et donc, je lui avais dit que je lui donnerais la cassette et tout, mais que quand même, il fallait faire des essais. Parce que où on pouvait travailler ensemble, et c'était une idée géniale. Où ça ne marchait pas, et on allait se déconsidérer. Et moi et elle. Et puis j'ai fait des essais, elle était merveilleuse. J'aime bien les arrogantes. Qui tout d'un coup vont se laisser faire. Donc t'es quelqu'un qui est complètement soumis, ça sert à rien. Son côté, c'est plus que la couleur de la peau. Il y avait cette arrogance folle que j'adore. Et puis, les essais qu'on avait faits, elles étaient formidables. Alors, formidables, elles étaient même bouleversantes. Vous pourriez reprendre ce projet, par exemple, Bad Love aujourd'hui, c'est-à-dire que j'imagine que vous auriez un peu galéré à trouver des financements à l'époque, l'assassinat de Marie Trintignant, mais aujourd'hui, par exemple, ce serait possible? Oui, enfin... Et ça pourrait vous intéresser, j'imagine, de refaire... vu que vous faites tout le temps des remakes de vos propres films. Oui. C'est jamais pareil, quand même. Il y a des petits détails. Bonjour. Et puis le sexe, c'est toujours pareil. Moi, je suis d'accord avec Pasolini, donc c'est l'amour, c'est la chose toujours nouvelle. Dès qu'on fait une scène d'amour, c'est toujours nouveau. On trouve les détails, les choses qui font que c'est
Mais regardez dans notre vie, c'est jamais pareil quand même. C'est toujours autre chose. Donc pour un cinéaste, c'est pareil. En fait, la vie est semblable et différente. On a toujours les mêmes émotions. Mais ce qui compte, c'est les nuances, c'est les détails. D'ailleurs, c'est ce que disait... je ne connais pas la citation par cœur, mais Proust, il disait « Vous m'appeliez fouilleur de détails ». C'est par les détails qu'on fait des choses singulières, en fait. C'est pour ça qu'on peut toujours faire... on peut toujours reprendre le même scénario. Baudelaire parlait de la photographie comme une émeute de détails. Oui. Il y a peut-être une question. Bonjour. Dans le casting de 36 fillettes, est-ce que vous pouvez nous parler du choix de Jean-Pierre Léaud, s'il vous plaît? De qui? Du choix de Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud dans le film. Ah, mais ça, je le voulais absolument. C'est un choix très déterminé. D'ailleurs, je le trouve formidable. Pourtant, il était dans un très mauvais état, je peux vous dire. Il baissait tout le temps sa braguette avant de tourner. Il fallait arriver à la remonter en faisant... on n'osait pas lui dire, évidemment. Puis ça, je crois qu'il l'a toujours fait. Il hurlait avant la prise. Il n'a pas voulu faire le contre-champ, donner la réplique à Delphine. Il passait son temps à dire « Ah, elle est bonne. Ah, elle est trop bonne. Non, mais elle est bonne. » Et il est parti. Il a dit qu'il ne lui donnerait pas la réplique. Mais la scène, elle est absolument géniale parce qu'on quitte la France de la laideur des campings, le vent, puis on pense qu'on est dans un film réaliste, voire naturaliste, et tout d'un coup, il y a cette scène avec Jean-Pierre Léaud qui, là, pour le coup, est une scène, un peu parce que c'est un acteur génial et que c'est un acteur qui introduit immédiatement une dimension de science-fiction dans n'importe quel film, quoi. Et donc, c'est aussi un film qui va casser l'idée selon laquelle on se dit on est devant un film réaliste. Non, c'est autre chose. Et c'est le fait que cette scène arrive après le début qui se passe dans le camping, la voiture, et le sentiment de se trouver face à une psychologie naturaliste, voilà, c'est ça, une vision naturaliste de la psychologie. Tout d'un coup, on a un personnage qui ne correspond pas du tout à cette vérité psychologique-là. Oui, puis bon... une vraie rupture, quoi. En fait, comme je n'ai aucune imagination, la personne dont je me suis inspiré, c'est Serge Golovin, qui était un grand... très très grand danseur étoile et chorégraphe, et qui avait commencé très très tard. Et moi, mon obsession, puisque mes parents se moquaient de moi, parce que je voulais être écrivain et metteur en scène, c'était que lui aussi, ses parents devaient. Est-ce que ses parents se moquaient de lui aussi? Qui forcément était comme moi, puisqu'il avait commencé très tard. Et que seul lui croyait en lui. Donc, vous avez commencé à 17 ans. Donc mais vous vouliez savoir... Mais j'ai toujours voulu parler d'égal à égal moi, avec les gens qui n'étaient pas du tout mes égaux, mais bien supérieurs. D'où votre goût pour les arrogantes. Et donc, oui, et je me suis inspiré. Et si vous voulez, ça c'est... tout d'un coup, un très très grand artiste aussi à qui elle parle. Donc c'est plus le quotidien, c'est plus cette espèce de... Oui, c'est son rêve. Oui, on sort de la réalité. Là. Oui, mais son rêve, c'est aussi des gens qui existent. Ils existent peu, on les rencontre pas souvent, mais ils sont fascinants et ils existent. Et elle voulait les rencontrer. Moi, je voulais rencontrer Serge Golovin. Il a beaucoup compté pour moi, il m'a consacré. Surtout que j'ai retrouvé le livre que j'avais écrit sur ça. Donc, en fait, j'avais quelques faux souvenirs. Parce qu'il m'a consacré au moins 3-4 heures après son spectacle. Par un froid de canard dehors. D'autres réactions? Attendez, sans le micro, on ne vous entend pas. Dans vos films, les héroïnes ont parfois, souvent, des sœurs, jusqu'à ma sœur, évidemment. Pourquoi c'était important que ce soit un garçon dans 36 fillettes?
Pour un masseur, je savais que si je mettais une sœur, ma sœur se fâcherait. Alors j'ai mis un garçon. Et dans un masseur, j'ai trouvé que quand même j'avais le droit de faire un film avec une sœur, mais elle s'est fâchée. Elle n'a pas aimé se voir. Mais non, c'est de la faute des journalistes. Ils ont dit qu'il y en avait une qui était idiote. Et qui était la belle. Elle a pensé qu'elle était la belle. Et que moi j'étais la moche. Mais qu'elle était idiote. Elle n'a jamais vu le film. Elle s'est contentée de m'en vouloir à mort. Ah, sur des rumeurs, sur des oui-dire. Oui. Sans voir le film. Ah, oui. Oui, alors que... D'abord, j'ai jamais été obèse. Jamais. Moi, je veux dire, il y a quand même des trucs... pas exagéré. Il voulait aussi s'attribuer le rôle de la splendide et moi de la moche, après tout. Il faudrait refaire un film sur ce rapport-là. Alors, curieusement, par contre, Barbe Bleue l'a vu avec moi, et là, elle l'a pas pris mal. Alors que, quand même, la plus petite s'appelle Catherine. Quand elle se projette dans le conte en plus grande, elle s'appelle Marie-Catherine. Et l'autre s'appelle Anne et Marie-Anne. Et ma sœur s'appelle Marie-Hélène. Donc je ne sais pas pourquoi là, elle ne s'est pas fâchée à mort. À ma sœur, c'est sur des rumeurs. Elle n'a jamais vu le film. Comme Toscan. Comme je m'étais quand même beaucoup inspiré de lui dans Tapage Lecture. Là, il pensait que je m'étais encore inspiré de lui, alors que pas du tout. Il n'a jamais vu le film, et il l'a détesté. Mais pareil, il avait peur que je me sois inspiré de lui. D'autres réactions? Ah, ça vous laisse sans voix, alors. Ah, il a eu là. C'est la dernière question. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Sinon, je pose une question très naïve. Oui, allez-y. Mais parlez fort parce qu'on vous entend Oui, mal. j'ai pas d'expérience dans la vie, alors j'aimerais savoir si l'amour de la fille, c'était de l'amour ou c'est une fascination envers un homme, envers la maturité, la hiérarchie. C'est de l'amour ou c'est la manipulation? Ben, c'est pas de l'amour, c'est sûr, c'est de l'attirance trouble dans des zones inconfortables et en même temps désirables. Enfin, c'est quand même ça, c'est plutôt de l'attirance. Et cette attirance est inconfortable. Elle veut aussi, parce qu'elle veut tout de même compter. Elle est orgueilleuse. Elle veut donc pas se laisser faire tout à fait comme ça. Donc elle complique les choses, elle est compliquée dans sa tête. Il aurait lui dit, tu vas pas me couper en deux, non. Alors en voyant vos films, peut-être on va terminer là-dessus, mais en voyant vos films et le fait qu'on se trouve face à des personnages qui à la fois éprouvent un désir extrême et pourtant aussi un dégoût extrême de ce qu'ils désirent. J'ai pensé à la description par Clément Rosset de la passion. Et il disait, le propre de la passion est de convoiter un objet que l'on prend soin d'écarter en toutes circonstances. Je trouve que ça se prête assez à certains de vos personnages. Mais Viridiana aussi, qui est le deuxième film que j'ai C'est vu. un de vos films de chevet, Viridiana. Oui, ou quand même La Nuit des forains, où ce forain, le mari, il est à la fois répugnant et désirable. Et d'ailleurs, dans les films de Bergman, très souvent les hommes sont pas... Et c'est les répliques de Berléand que le laid va vers le beau, et vice-versa. Donc les femmes sont très belles chez Bergman, les hommes ne sont pas beaux du tout. Et de cet antagonisme, il y a du coup quelque chose qui se passe. Si dans Romance j'avais mis deux hommes beaux, on voit bien d'ailleurs avec le mari, rien ne se passe avec Paul, rien ne se passe, le fiancé frigide. En
fait, c'est ça, vos films, en fait, c'est tout à fait le contraire de ça. C'est plutôt le dégoût, c'est de vouloir s'éloigner d'un objet dont on s'approche irrésistiblement, en fait. C'est ça. En fait, c'est tout à fait le contraire de ce... D'ailleurs, je crois que vous avez un peu le regret de ne pas avoir pu faire votre adaptation de La Belle et la Bête, qui est un peu ça, oui. ce qui résume un peu votre vision de... C'est fait pour moi, c'est vraiment fait pour moi. Et qu'est-ce que vous auriez voulu filmer dans La Belle et la Bête, qui n'existe pas dans l'adaptation de Cocteau ou de Disney? Ah non, non. L'adaptation de Cocteau, elle est magnifique et poétique. C'est pas au même endroit. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et je n'irai pas sur le territoire du chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que Cocteau est quand même un très très grand artiste et un poète. Vous seriez allé où? Moi, je serais allé plutôt dans mon territoire à moi, qui est plus sexuel, où la bête est d'avance le prince charmant. Elle se transforme. En fait, oui, il n'y a pas un prince charmant qui attend derrière, c'est la bête et le prince charmant. Mais bien sûr, c'est une évidence. Alors, vous avez apporté quelque chose alors à la Cinémathèque? Oui, alors c'est extrêmement... En fait, j'ai toujours aimé les metteurs en scène, d'ailleurs. Il y a Romain Goupil, quand même. Dans Ramasseur? Oui. D'abord, ils ont généralement beaucoup plus de choses que les acteurs pour ça. Et donc, je voulais, pour Romance, je voulais un metteur en scène dans le rôle de Robert, qui a finalement tenu Berléand. Donc Robert, le personnage que joue Berléand dans Romance. Parce que je trouvais qu'il la mettait en scène d'une certaine manière. Et puis, c'est quelqu'un qui a un dialogue et une manière de manier le langage et des flots de paroles qui convenait à Godard. Il aurait dit ça formidablement. Et donc, je lui avais proposé le rôle, et il m'a répondu. Il a pris la peine de me répondre. Ah oui, le 3 mars 1988. Alors, il écrit à la main: Chère Catherine Breillat, en y réfléchissant, je m'aperçois que j'avais déjà répondu à votre proposition il y a 30 ans, amicalement, Jean-Luc Godard. Et il me colle, alors ça c'est très étrange, quelque chose qu'il avait publié en novembre 1966 dans un journal. Et c'était le seul film que j'ai vraiment envie de faire. Je ne le ferai jamais parce qu'il est impossible. C'est un film sur l'amour, ou de l'amour, ou avec l'amour. Parler dans la bouche, toucher la poitrine. Pour les femmes, imaginer voir le corps, le sexe de l'homme, caresser une épaule, chose aussi difficile à montrer et à entendre que l'horreur et la guerre et la maladie. Je ne comprends pas pourquoi et j'en souffre. Vous voyez, c'est quand même... Il y a la fin après. Et j'ai envie de commenter parce que c'est quand même très 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 étrange et très français. Je pense que les Français sont plus coupés de leur corps que beaucoup de personnes des autres pays. Les Nordiques sont moins coupés de leur corps que nous. Et finalement, Godard, il était complètement coupé de son corps. Et tout le cinéma français. Parce qu'il cite Truffaut après. Et il m'avait dit que Truffaut avait déjà tranché la question, que c'était impossible. J'étais furieuse. Parce que pourquoi, quand on est cinéaste, filmer des gens qui prennent le petit déjeuner, c'est du cinéma. Et s'ils font l'amour et qu'ils font l'amour pour de vrai, c'est pas dire que c'est porno, non, c'est pas du cinéma, tout simplement. Or, le cinéaste a un regard. C'est pour ça que j'ai voulu faire absolument Romance, pour prouver que de toute façon, ce qui existait, c'était le regard. Poser, transfigurer les choses. Ça transfigure les acteurs, ça transfigure les personnes, et ça transfigure les actes. Et je comprends très peu que le cinéma français décrété, parce que décréter, c'est un décret. Ils se sont interdits à eux-mêmes. Ils pouvaient le faire, eux. Godard pouvait le faire. Les autres metteurs en scène qui pouvaient le faire. Et finalement, il n'y a que moi qui l'ai fait. C'est vrai. C'est-à-dire que Truffaut disait, c'est ennuyeux à tourner, j'y arrive pas, ça m'intéresse pas. Et il disait aussi du cinéma pornographique,
de sa médiocrité, c'est le prix qu'on paye pour notre hypocrisie, puisqu'on n'a pas voulu filmer ça. Et là, il a raison. Et finalement, votre cinéma, c'est enfin un cinéma qui rompt avec cette hypocrisie-là, dans le cinéma français. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que parfois il y a des réactions très vives contre vos films. Oui, surtout si c'est une femme qui va sur le terrain des hommes. Parce que le terrain sexuel, normalement, il s'était considéré comme le terrain des hommes, qui pouvaient en parler librement, généralement avec un côté soldatex. Oui, bien sûr. Parce qu'on parlait librement, mais avec le côté émotion et sentiment, ça, les hommes l'ont jamais fait. Moi, j'adore, même dans les écrivains, j'adore la violence des hommes quand ils parlent du sexe. Mais c'est une violence contre les femmes hallucinante, presque meurtrière. Mais ça prouve qu'ils sont très mal avec la sexualité qui finalement est une intimité, malgré tout amoureuse, et donc quelque chose qui est nié quand les hommes en parlent. Et moi j'avais envie de ça, j'avais envie de filmer ça. Je crois qu'on peut s'arrêter là, non ? On peut finir sur ce mot. Merci Catherine. La rétrospective des films de Catherine Breillat continue. Et puis la date, enfin j'explique jusqu'à la fin de la semaine prochaine. De nombreuses séances sont présentées, donc regardez, voyez. Merci.